Très bien, on va démarrer. Donc c'est une table ronde sur le regard des acteurs de terrain sur la recherche conduite dans le cadre Ecofito, donc tout ce qu'on a vu s'exposer. Mais on va commencer par une courte intervention d'un acteur qui ne s'estime pas acteur de terrain. C'est Vincent Busson. Alors attends, toc. Vous êtes chargé de mission au bureau des partenariats professionnels au ministère de l'Agriculture, au sein de l'entité sous-direction politique, formation, éducation. Je ne me trompe pas? C'est bien ça, oui. Et vous Bonjour. remplacez Yveline Guégan, qui n'a pas pu venir pour des raisons personnelles. Et votre intervention va concerner certificaux, la rénovation des diplômes et de la place prépondérante de la formation professionnelle continue. C'est bien ça. 3 leviers importants pour créer plus de liens avec la recherche. C'était sur mon... je vous laisse intervenir, oui. Et ensuite on fera la table ronde sur les acteurs de terrain. D'accord, allez-y. merci, bonjour à tous. Donc tout d'abord quelques mots sur le bureau des partenariats professionnels, donc, qui est placé dans la sous-direction des politiques de formation et d'éducation à la DGER, au ministère de l'Agriculture. Donc c'est un bureau qui est entre autres en charge du secrétariat de la commission professionnelle consultative, la CPC, qui est une commission réglementaire, une instance de consultation des professionnels sur les évolutions des certifications du ministère de l'Agriculture. Donc c'est un bureau qui a également en charge ce qu'on appelle les formations réglementées, parmi lesquelles donc, le Certifito, dispositif structurant au sein du plan Ecofito, le certificat de compétences pour la protection des animaux et aussi l'attestation de connaissances pour les activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques. Donc la particularité, ou plutôt la singularité, le point commun de ces formations réglementées, donc, c'est qu'elles s'adressent à un public de professionnels en activité, et elles ont pour finalité toute la délivrance d'un certificat ou d'une attestation. Alors par le biais de ces formations réglementées, on acquiert des connaissances, mais ça ne remplace pas les compétences qu'on acquiert par le biais du diplôme professionnel. Donc 3 points que je vais évoquer. Donc le Certifito, la rénovation des diplômes pour intégrer l'agroécologie, et enfin la place prépondérante de la formation professionnelle continue qui permet d'aller au-delà notamment du Certifito. Donc le Certifito, dispositif au sein du plan Ecofito, qui était après une période d'expérimentation de 18 mois, lancé par le décret du 18 octobre 2011 en réponse à la directive du 21 octobre 2009. Donc ce dispositif de 2010 à septembre 2016, on a vu 570 000 certificats qui ont été délivrés à l'ensemble des professionnels relevant des 3 secteurs définis par la directive européenne, ces secteurs d'activité qui sont l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, la vente et le conseil. Donc c'est une formation qui est obligatoire depuis 2013 et 2015 pour les professionnels relevant des entreprises non soumises à agrément d'une part et soumises à agrément, c'est l'inverse. Voilà, donc ça c'est pour ce qui s'est fait dans la première phase. Donc à l'occasion des travaux du plan Ecofito 2, ce dispositif a été entièrement rénové. Donc les principaux éléments de rénovation portent sur la simplification du dispositif, notamment avec la réduction du nombre de certificats qui est passé de 9 à 4, l'harmonisation de la durée de validité des certificats, maintenant c'est 5 ans pour tous les secteurs d'activité. Le renforcement de la formation pour le premier certificat avec l'intégration d'une vérification des connaissances, la simplification de la démarche de demande et de délivrance du certificat,
et donc un renforcement de l'animation régionale. Donc pour accéder au certificat, il y a 3 voies d'accès. La formation, donc avec une vérification des connaissances si on demande pour la première fois un certificat. On a la possibilité de passer par le test et également de faire valoir un diplôme qui est inscrit donc dans une liste annexée aux arrêtés de création des certificats, à condition donc que ce diplôme a été obtenu dans les 5 ans précédant la demande. Donc la demande de certificat. Alors, autre point que je voulais aborder au sujet donc, du certificat, donc, ces voies d'accès sont mises en œuvre par les organismes de formation. Ces organismes de formation, ils sont au préalable habilités par les services des DRAF, et mettent en œuvre donc un programme qui lui est défini, qui s'inspire en fait de l'annexe 1 de la directive européenne de 2009, organisée en 3 blocs. D'une part la réglementation, la protection de la santé des personnes et de l'environnement, et puis enfin la réduction de l'usage et le développement des méthodes alternatives. Donc ce dispositif, il travaille en lien avec différents opérateurs, il est en interaction avec différents dispositifs du plan. On travaille notamment avec l'ACTA, à qui on a confié donc, la mise en œuvre d'une formation à destination des formateurs des organismes de formation qui portent sur les méthodes alternatives. Voilà. Donc maintenant, je vais parler de la rénovation des diplômes, toujours en lien avec le certificat, puisque je vous le disais tout à l'heure, c'est une des voies d'accès pour obtenir le certificat. Donc, rappelez rapidement qu'en 2008 et en 2013, il y a eu 2 notes de recommandation pédagogique à destination du public, des enseignants et des formateurs de l'enseignement agricole, qui portent sur la prise en compte de la problématique des produits phytopharmaceutiques, de la protection de la santé, des ressources naturelles, tout ça aussi en lien avec la directive. Mais la rénovation, donc la refonte des diplômes, elle a été vraiment initiée par le plan agroécologique qui donc a été introduit au sein du plan enseigner à produire autrement. Donc, qui se décline, lui, en 4 axes. Donc, la rénovation des diplômes, les référentiels de diplômes et les pratiques pédagogiques pour intégrer l'agroécologie, la mobilisation des exploitations agricoles et des lycées technologiques dans les lycées agricoles, le renforcement de la gouvernance régionale et enfin, donc il me manque un point que j'ai oublié, c'est la mobilisation, c'est la formation bien sûr des enseignants. Voilà. Donc tout cela, ça m'amène sur l'objectif de cette rénovation qui est d'intervenir sur tous les niveaux de diplôme. Donc pour rappel, le référentiel de diplôme, il comprend le référentiel professionnel de certification et dans certains cas, le référentiel de formation. Donc cette réflexion pour une prise en compte de l'agroécologique dans les diplômes, elle est conduite avec le concours des écoles du supérieur. Et donc l'agroécologie, elle induit des principes, des concepts, des raisonnements nouveaux qui interrogent sur les modes d'apprentissage. Donc je peux en citer quelques-uns. La prise en compte de la complexité, ça a été évoqué plusieurs fois depuis le début du séminaire, de la situation professionnelle dans la prise de décision. Ça pose la question des savoirs robustes, les références techniques étant en cours de stabilisation ou à construire. Elle remet l'agronomie comme discipline fondamentale au cœur des enseignants et elle comporte une dimension territoriale forte, amenant les acteurs à dépasser donc le champ de la parcelle. Elle invite aussi à un travail collectif, à une réflexion entre pairs et avec les acteurs de l'aménagement. Et enfin, elle pose la question du modèle économique. Donc je vais juste peut-être... Alors j'ai plusieurs exemples de diplômes rénovés. Hein. Je vais en citer juste un, le premier que j'ai sur ma liste. C'est le CAP agricole rénové qui a été mis en place à la rentrée de 2015. Donc ce sont des travaux qui ont débuté en 2014 et qui continuent chaque année. Donc il a été introduit dans le référentiel des capacités caractéristiques telles que les capacités à observer l'état des végétaux, d'une culture, de l'animal avant toute intervention, la capacité à réaliser des travaux du sol dans un objectif de durabilité,
la capacité à utiliser des techniques alternatives d'entretien des cultures, à appliquer des produits phytopharmaceutiques avec un objectif de minimisation des risques pour l'environnement et la santé de l'applicateur. Et enfin, la capacité à l'utilisation raisonnée des antibiotiques et à la prise en compte du bien-être animal. Donc les travaux relatifs au diplôme, ils sont réalisés dans le cadre de la CPC que j'évoquais au tout début, la commission professionnelle consultative, qui est composée entre autres des organisations professionnelles agricoles et du paysage. Et en parallèle des travaux de rénovation des diplômes ou de manière simultanée, je vais citer aussi donc, une action formation qui se nomme PEPIETA, c'est-à-dire donc pédagogie en équipe pluridisciplinaire. Et à travers cette action, il s'agit d'innover pour enseigner la transition agroécologique. C'est une action qui concerne des équipes d'enseignants et d'élèves, et elle est portée par le dispositif national d'appui donc des écoles du supérieur. Donc il y a d'une part les formations réglementées, la formation initiale avec les diplômes, toujours avec ce pont certifito, mais il y a aussi la formation professionnelle continue qui, elle, va permettre d'aller au-delà de la formation du certifito. Parce que ce qu'il faut rappeler, c'est que le certifito, il représente le minimum requis ou l'obligation réglementaire minimale. Donc, pour accompagner les changements de pratique, pour approfondir, perfectionner les connaissances scientifiques, les techniques professionnelles, c'est là que va jouer un rôle important donc les fonds de formation au travers de la formation professionnelle continue. Je pense notamment à Vivea qui finance et propose via les organismes de formation des formations à finalité de réduction du recours aux produits phyto, dans le cadre d'une approche globale de techniques alternatives ou d'optimisation de l'utilisation des produits. Et enfin, la DGER, elle est en charge aussi, en lien avec la DGPE, de la préparation à l'installation en agriculture. Et dans ce cadre, les porteurs de projets, donc les candidats à l'installation, bénéficient d'un plan de professionnalisation personnalisé dans lequel on pourrait voir développer des actions de formation donc à viser de recours aux produits, de limiter le recours aux produits des produits phytopharmaceutiques. À noter que ces plans de formation personnalisés sont élaborés sur mesure par des centres et ceux-ci regroupent en grande majorité les chambres. Donc voilà, c'était ces trois aspects qu'on voulait, sur lesquels on voulait insister, qui sont à notre sens des leviers importants pour créer plus de liens, plus d'interactions avec la recherche, en mettant à la portée des professionnels les connaissances scientifiques et techniques. Merci beaucoup pour votre intervention. On y reviendra peut-être dans le débat. Ce sont évidemment des éléments très importants. Je vais introduire la table ronde. Quand on dit acteur de terrain, nous avons, aux controverses de Marciac, mis en question cette formule. Et c'est un Espagnol qui était intervenu, qui avait dit, écoutez, acteurs de terrain, il y en a qui sont sur des terrains de rugby, de foot, sur un baby-foot. On est tous sur un terrain. Et nous connaissons tous, chacun sur notre terrain, le terrain vague, le terrain glissant, le terrain vertigineux, le terrain, la falaise, et le terrain ferme. Donc on a de quoi parler ensemble. Il n'y a qu'en France qu'on parle d'acteurs de terrain. C'est très intéressant. Un Américain avait rajouté, tiens, je vais rajouter un truc, il n'y a qu'en France où on dit pôle d'excellence. Et il dit, ça suggère des pôles de médiocrité. Tout le monde avait applaudi de manière extraordinaire à cette critique d'un regard français, des mots que nous employons en France concernant tout ce qui est recherche, innovation, etc. Je tiens à le dire au départ parce que ça peut introduire le débat. Donc, on reçoit donc Didier Marteau, qui est d'abord agriculteur et président de la Chambre d'agriculture de l'Aube, et non pas de l'Aude. Il insiste beaucoup là-dessus. Donc l'Aube, c'est 10. Et au niveau national, vous êtes président de la commission environnement de la PCA. Je présente aussi Jean-Luc Lespinasse, qui est à ma droite, pardon. Vous êtes agronome, responsable du service agronomique de la coopérative agricole vendéenne, CAVAC. C'est ça. On s'expliquera tout à l'heure sur ce que vous faites. Ensuite, Didier Rouleau, qui est ici,
vous êtes, agriculteur en GAEC à 5, associé sur une exploitation de polyculture élevage de 170 hectares en système herbagé, ferme défi, engagé en MAEX-P et en conversion bio. Je ne me suis pas trompé. Et Marc Gallien, vous êtes agent de prévention en agriculture, direct, alors direct, D-I-R-E-C-C-T-E, vous nous direz, en Normandie. Et vous êtes par ailleurs membre du comité scientifique d'orientation, recherche et innovation du plan Ecophyto 2. Je ne me suis pas trompé. Alors, il y a eu beaucoup d'interventions sur alors, les acteurs de terrain, je le répète. On veut les attirer, sont-ils là on l'a dit, qu'est-ce qui fait par endroits qu'ils ne sont pas là, donc on va s'expliquer un peu là-dessus, et qu'ils sont là aussi, bien entendu. Alors je vais commencer avec Didier Marteau, si ça vous dérange pas. Vous vouliez aborder trois grands sujets, même si c'est pas une conférence, et aussi en lien avec les questions que vous avez entendues, vous me l'avez dit, un contexte et des besoins qui réinterpellent la recherche et le développement agricole. On est bien d'accord. Ecophyto, des réponses, oui, mais encore beaucoup de questions. D'ailleurs, on l'a plutôt entendu. Et le troisième, c'est la recherche et le développement, un axe à renforcer pour réussir. Et vous posez des questions aux acteurs de la recherche. Je vous laisse un peu la parole sur l'angle. Ensuite, on verra les questions de débat. Oui, rapidement. Puis ce qui est plus intéressant, c'est peut-être d'avoir un débat avec la salle. Bien sûr. Oui, en effet. Moi, toute ma motivation, elle arrive de mon métier d'agriculteur. Je me suis installé il y a 40 ans et dès le début, je me suis inscrit dans une agriculture raisonnée. J'en ai d'ailleurs été un peu l'auteur au départ, il y a maintenant une trentaine d'années. Et dès le départ, on a buté sur un problème qui était de la valorisation de ces produits. On n'a jamais été capable de convaincre nos organismes économiques et la grande distribution de valoriser ces produits qui étaient quand même déjà un plus en matière de réponse à l'ensemble des consommateurs. Mon but, je vais le résumer avec quelques images. Vous employez des mots là tout à l'heure. Moi, c'était de passer des 10 œufs aux faiseux. Beaucoup employés dans le Sud. Voilà. On arrête de dire, mais on fait. Et on acte. Deuxième chose, c'est de savoir faire passer le savoir-faire au faire savoir. C'est-à-dire la transmission, ça va être ça le prochain défi d'ailleurs d'Ecophyto 2. C'est un peu ce que je me suis fixé comme objectif. Et puis le troisième, c'est qu'on était dans une époque qu'on a démarré il y a 10 ans, puisque je rappelle que c'est Sarko qui arrive, qui fait le Grenelle de l'environnement, qui décide de taxer pour réduire les phytos. Je suis dans ce Grenelle et je dis mais ça sert à rien, vous pouvez toujours taxer. Tant qu'on n'aura pas de solution, on fera bien qu'on utilise des produits pour soigner nos plantes. Parce que la sémantique a son importance, et j'insiste beaucoup là-dessus, et éventuellement pour les alimenter. Donc, passer de montrer du doigt à montrer en exemple. Et c'est ce qu'on est en train de réussir, je pense, parce qu'aujourd'hui, les bio, par exemple, qui à l'époque, il y a 10 ans, étaient encore un peu des gens qu'on montrait du doigt, aujourd'hui, on commence à les montrer en exemple, et je crois que ça va nous aider. Voilà un petit peu ce qui prédomine. Et puis la dernière motivation, c'était qu'en effet, c'était déjà un peu l'ère du bio. Et de dire, faut qu'on double les bio. Oui, je dis, on va passer de 3 à 5, peut-être de 5 à 10. Et qu'est-ce qu'on fait des 90% autres ? Et si on les laisse faire n'importe quoi, on a tout raté. C'était ça ma motivation, je le rappelle, parce que moi, mon engagement, il est politique dans ma mission d'élu. C'est pas d'être dans le technique de ce que fait l'INRA, de ce que fait les instituts. C'est d'orienter les choses au maximum et en essayant de ne pas se tromper. On s'est trompé au départ. Avec l'INRA, je le dis, j'étais colère pendant 5 ans. Puisque l'INRA au départ décide, dans le dossier défi, de dire mais on va gérer toute la gestion des données. Mais je dis, c'est pas votre métier. Moi, je vous attends pas là-dessus, l'INRA. J'ai besoin de vous en termes de recherche fondamentale, éventuellement de la recherche variétale, mais pas dans la recherche des données. Ça, c'est un boulot que peut faire n'importe quel groupe, peut-être l'ACTA, mais pas vous. Et là, on s'est vraiment planté. Et bon, c'est dommage, parce que c'était à l'époque, je peux le dire, Marion Guillou, on en discute maintenant, on en rigole presque, mais on a perdu du temps. C'est un peu dommage, parce qu'on n'a pas valorisé, à mon avis, suffisamment vite. Et on a mis la canne, Aymeric Pillet tout à l'heure le présentait, pour essayer de valoriser tout ça, et je crois qu'on a réussi. Voilà un petit peu. Donc vous estimez qu'on a réussi, qu'on est passé. Oui, je pense qu'on a réussi. D'accord. D'ailleurs, la preuve, c'est Ecophyto 2. Parce qu'on a perdu une année. 2015, ça a été des questions. Pourquoi ? Parce que Bercy, il ne faut pas se raconter d'histoire. Il y a 70 millions en jeu. Bercy avait un œil sur cet argent. Et comment on défendait ? Il fallait apporter des arguments. Et on n'avait pas beaucoup d'arguments, parce que la réduction des phytos n'est pas là. Alors certes, le défi avait fait des résultats. Puis c'était ça qui était intéressant. C'est comme ça qu'on a rebondi. La formation, ce qui vient d'être présenté, tous les groupes qui sont mis en place, qui servent d'exemple, qui sont maintenant relayés.
y compris en mettant autour de la table l'ensemble des partenaires. Je le dis bien, c'est pas seulement les chambres, c'est l'ACTA, c'est les CIVAM avec qui je travaille très bien, c'est la coopération, les négoces, c'est bien sûr toutes les instituts techniques, c'est tous les relais terrain, c'est les ministères avec qui on travaille très bien, on s'explique, on s'engueule quelquefois, mais on essaye d'avancer. Voilà, c'est tous les objectifs qu'on a obtenus, et en particulier les fermes défis. Et puis de passer aux 30 000, c'était ça l'ultime, même si on n'est pas parti sur de bonnes bases, parce que je ne suis pas d'accord. Les 30 000 vont être gérés par les agences, et les agences continuent à travailler dans leur système que réduction des phytos. Alors que je reprends, parce que tout à l'heure je voulais réagir, une personne disait il serait temps que les gens qui travaillent sur défi passent de la réduction des phytos à une vue globale, c'est-à-dire l'éco, etc. Mais on y est déjà. Moi, depuis 30 ans, je gère mon exploitation, ce n'est pas lorsque je reçois mon bulletin, même si le bulletin de BASV me sert momentanément, mais c'est sur 3 ans que je cherche mon exploitation. C'est un assolement, c'est des variétés, c'est des dates de semis, c'est la météo, c'est bien de facteurs qui vont m'aider à gérer mon exploitation. Donc c'est une approche globale qu'on a depuis longtemps, sinon on n'y arrive pas, et je crois que c'est pour l'ensemble des agriculteurs. Donc ces choses-là sont intégrées par les agriculteurs. Et c'est pour ça que je souhaitais qu'autour de la recherche qui se fait à l'INRA, des instituts techniques qui font de l'expé, il y ait des groupes d'agriculteurs. Et le groupe, pour moi, est important. Ça aussi, je me suis battu pour qu'on fasse tout en groupe, parce que ça rassure dans les peurs qu'il fallait gérer. Parce qu'au départ, on est démarré il y a 10 ans, mais c'était montré du doigt. C'est-à-dire que moi, j'étais même l'affreux agro-écolo au niveau national, qui était dans un combat totalement, aujourd'hui, plutôt bien vu, même pas presque montrant en exemple. Et puis, ma postérité, certainement, que je serai quelqu'un de grand, mais j'en rigole. Mais puis ça va pas tarder à arriver, parce que j'arrive à un âge où je vais arrêter mes responsabilités. Mais voilà, c'est d'avoir été suffisamment clair pour essayer de faire changer les choses. Et dans un combat qui n'était pas facile, en essayant d'entraîner tout le monde. Voilà. Et il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais, on peut tous faire des erreurs, mais en tout cas, essayer de se tromper au minimum. Voilà, c'est le pari des presque 600 000 formations, c'est le pari des 3 000 fermes, des 30 000 que j'espère qu'on va réussir, c'est-à-dire de passer maintenant de ce qu'on a acquis en matière de recherche, les 150 trajectoires que l'on est capable de mettre et de vulgariser, qui permettent de réduire les phytos, les 1000 systèmes aussi, les 100 systèmes qu'on a mis aussi en place sur différentes techniques. Alors c'est vrai que je vais finir, parce que sinon je pourrais vous parler pendant 1 heure, mais ça serait dommage pour les autres, mais c'est difficile et c'est pas égal. C'est-à-dire qu'il y a ça aussi, ça a été évoqué ce matin. Chaque filière n'est pas égale là-dessus. Ceux qui sont en polyculture et élevage ont plus d'avantages, parce qu'il y a une rotation plus facile avec des cultures, etc. Mais c'est pas pour ça que c'est simple. Les grandes cultures aussi. Mais quand vous faites de la production de fruits avec une qualité à la sortie de pommes, ou si jamais il y a une tache ou une piqûre, vous êtes refusé, ben la peur, elle est là. Et c'est normal. Et c'est ça qu'on essaye de gérer aussi, c'est à la fois l'approche technique, économique et sociale. Et c'est ça le pari qu'il faut réussir. Alors maintenant, aujourd'hui, bien sûr, ça commence à rentrer dans les mœurs, mais faudra-t-il encore que le consommateur, la grande distribution nous aide? C'est les grands absents, je suis obligé de le dire. C'est que les organismes économiques qui relaient nous aident aussi, et que les agriculteurs ne se retrouvent pas tout seuls avec les conseillers, qui sont aussi dans une position très délicate. Je suis président de chambre, j'ai 15 conseillers sur le terrain, qui prennent une responsabilité à chaque fois qu'ils transforment le BSV en conseil. Parce que je ne me suis pas bien fait comprendre ce matin. Le BSV, il est sur une région. Vous vous rendez compte, la différence entre l'Alsace, chez moi, je suis à 400 km, ce n'est pas du tout les mêmes approches. Et c'est là qu'on refait un conseil plus précis à la petite région avec les cultures. Et il y a une responsabilité. Lorsqu'on fait de la prescription, mon collaborateur qui est sur le terrain, il est responsable. Je me suis déjà même fait attaquer par des agriculteurs pour mauvais et défaut de conseil. Donc c'est pour ça que je disais que le BSV, il faut faire attention, il ne peut pas tout faire, il ne peut pas tout régler. Il alerte, il donne des pistes, il peut relayer. C'est un super outil de communication, mais il ne faut pas lui faire faire tout et n'importe quoi, parce qu'il y a de la responsabilité. Voilà, j'en ai déjà dit beaucoup trop, mais en tout cas, voilà. Je vous demande juste d'insister. On a perdu du temps. Il y a encore des freins. Si vous pouvez citer 3-4 freins en 4 phrases qu'il faut absolument lever pour ne plus perdre du temps. L'exemple, c'est sur les 30 000. Je trouve dommage que ce soit seulement les agences qui vont traiter ce dossier-là, parce que les agences ont une vision eau, qualité eau. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est beaucoup plus large. Lorsqu'on a une approche sur son exploitation, il faut prendre aussi le côté économique et même quelquefois bilan thermique. Quand je vais que je vais arrêter mes phytos, mon Roundup, je vais être obligé de déchaumer 3 fois. En termes de bilan économique et carbone, on est à côté, là, excusez-moi. Et il faut qu'on le prenne en compte, qu'on nous le valorise. Et si on ne nous le valorise pas, on a tendance, en plus on risque de nous réduire le Roundup. Un deuxième exemple, c'est dans la transmission, pour régler les peurs. Je voudrais développer l'assurance
On a une assurance aujourd'hui, et tant mieux. J'en ai bénéficié cette année, tout le monde ne l'a pas. Mais il faudrait qu'on arrive à trouver un système assurantiel pour couvrir les risques. Et je le discute avec Groupama, c'est compliqué parce qu'il ne faut pas non plus que ça soit l'encouragement à faire n'importe quoi et à la médiocrité. Donc c'est comment on trouve le bon système. Vous voyez, c'est des tas de questions, mais c'est ça un peu mon boulot modestement, d'essayer de trouver les bonnes pistes, les bonnes réflexions. Okay. Le troisième, c'est que quelquefois il y a ceux qui, en termes de référence, donnent des pistes où ce serait tout simple. Et la grande distribution aujourd'hui qui est en train de nous faire, je prends l'exemple parce que je suis persuadé que malheureusement à 5 ans ça va nous arriver, le sans OGM. Je ne suis pas pour ou contre, mais on va imposer quasiment le sans OGM alors qu'on n'a pas les moyens. Et j'espère que demain, je pense que ça va malheureusement être le sans phyto. Ce ne sera pas le bio, ce sera le sans phyto. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on peut? Donc c'est des choses qu'on peut asséner, qu'on peut exiger au travers, pour la grande distribution, du consommateur qui, lui, de toute façon, est plutôt content, mais avec quelle valorisation? Quelle rémunération pour l'agriculteur? Et est-ce qu'on n'en laisse pas trop sur le bord de la route? Voilà toutes les questions qui restent posées en essayant de trouver des solutions qui soient à la fois économiques. Et puis le dernier point, c'est la disparition des phytos. C'est clair. Les résistances, c'est-à-dire de produits phyto aujourd'hui. Moi, je ne sais plus traiter le charançon sur mes cultures de colza. Je n'ai plus aucun insecticide qui marche. Mais on a trouvé des solutions. Comment on les... Voilà, on va encore plus loin. Il y a encore beaucoup de travail. Moi, je pense qu'on va y arriver. Mais ça demande beaucoup de tolérance et puis un accompagnement de l'ensemble des partenaires. Ok, je vais m'adresser tout de suite à la salle sur les questions que vous avez soulevées, y compris d'ailleurs la perte de temps. Est-ce que certains peuvent, y compris à l'INRA d'ailleurs, intervenir sur cette question-là, le reconnaître ou au contraire ne pas le reconnaître? Qui veut intervenir sur... C'est compliqué. Si. Merci Xavier. Donc Xavier Rebou, INRA. Moi, je voulais juste rebondir sur la suite, sur la discussion sur l'épidémiosurveillance et sur la manière dont on peut utiliser cet objet-là pour faire passer des messages sur l'importance et l'efficacité des méthodes alternatives. Donc, j'ai parfaitement entendu votre message et il est clair. Et on l'avait parfaitement relevé dans l'analyse du projet VESPA où on a dit que chaque mardi soir, les gens qui écrivaient... Le bulletin qui sortirait le lendemain prenait leurs responsabilités face à la qualité du message qui allait être émis. Et donc, évidemment, ils étaient tenus d'avoir le plus grand respect pour la qualité des informations qui passaient, pour leur véracité, pour le fait que derrière, ça soit basé sur une information vraie. Donc, je ne reviens pas là-dessus, je pense que vous avez raison. Le sens de mon intervention de ce matin, c'était que, et c'est ça que je veux qu'on rediscute là, c'est qu'en fait, ce faisant, en se basant seulement sur les choses qui sont parfaitement établies, vous voyez qu'on laisse tout un terrain vierge de conseils dont on ne sait pas qui va s'en emparer. Et de manière étonnante, vous voyez que tous les scientifiques qui sont dans la salle vont travailler sur l'importance des infrastructures agroécologiques, sur l'organisation paysagère, sur le rôle de l'interculture comme un moment privilégié pour pouvoir assurer un certain nombre d'actions préventives sur la culture qui suivra, et ainsi de suite. Et que ces messages-là ne sont pas ceux que l'on va trouver comme étant relayés dans le BSV actuel. Et donc ça veut dire que ce faisant, en ne les relayant pas, on ne leur donne pas de valeur. Et donc le risque que l'on prend à ne pas travailler sur l'occupation de cet espace, c'est que d'autres personnes plus ou moins bienveillantes le fassent via Internet ou via des réseaux, et donc que l'on laisse la place à des choses qui soient à la fois justes et très bien faites, mais aussi potentiellement à des choses qui relèvent d'une certaine forme de charlatanisme. Donc je crois que nous n'avons pas le choix, nous sommes tenus de bouger et de compléter cet espace où tout ce que nous avons actuellement en magasin, d'une manière ou d'une autre, doit faire partie des choses qui sont proposées, avec toutes les restrictions d'usage qu'on peut imaginer, et qui doivent être instruites à travers des approches expérimentales pour que demain on puisse s'en servir ou qu'on puisse regarder si les agriculteurs sont susceptibles de s'en saisir dans leur propre système. Donc si je vais juste avec un dernier exemple sur cette question-là, hier on a vu qu'il y avait une proposition autour de suivre les araignées du sol. Et on disait, on sait que les araignées du sol ne sont pas directement le reflet de la biodiversité qu'il y a dans les parcelles, mais qu'elles reflètent une forme de mise en place de régulation biologique. Et la question était de savoir si on pouvait proposer aux agriculteurs ou à n'importe qui de prendre cet indicateur-là
comme quelque chose susceptible de l'aider à piloter. Et vous voyez qu'évidemment, en tant que scientifique, on va avoir des réticences à dire « allez-y », parce qu'on n'a pas la preuve, et le peu d'essais qu'on a fait montre que c'est difficile de voir comment on passe de cet indicateur qui est très simple à la preuve qu'on est capable de faire une impasse sur un traitement phytosanitaire insecticide dans les 15 jours qui suivent la prise de mesure de la présence des araignées au-delà d'un seuil dans des pièges qu'on aurait mis en place. Pour autant, il faut imaginer que si on ne fait pas cet effort de référencement de ces informations-là maintenant, ça veut dire qu'on ne les aura pas non plus demain. Qu'est-ce qui nous empêcherait aujourd'hui de dire que ceux qui veulent participer à des essais expérimentaux mettent en place les 8 pièges Barber dans les parcelles, comme a pu le présenter Yvan hier, mesurent les lycoses et bénéficient de la BAC qui dit combien vous devriez trouver en moyenne dans tel système à tel moment, et que chaque fois qu'on a un delta positif, on puisse s'engager soit à décider de ne pas faire de traitement insecticide dans les 15 jours qui suivent, soit à continuer à traiter normalement. Et que ces deux jeux, traiter ou ne pas traiter dans les 15 jours qui suivent, servent à élaborer une analyse objective de l'intérêt que cet indicateur peut avoir pour essayer de travailler sur l'articulation avec l'utilisation des pratiques derrière. Alors évidemment, on ne va pas demander ça à des gens qui font des pommes dont on sait qu'ils sont coincés par le fait qu'ils ne peuvent pas ne pas traiter dans les 15 jours qui suivent, mais vous pouvez très bien demander à des jardiniers amateurs, et il y en a plein, qui seraient prêts à mettre 8 pièges et à s'amuser à faire l'exercice, s'ils ne veulent pas, dans une action participative, regarder quelle est la portée de cet indicateur pour pouvoir raisonner l'utilisation des phytos. Et vous voyez que ça, c'est juste une question de volonté. Si on a envie de le faire demain, on peut. Et donc, quand on ne le fait pas... C'est pas si simple. Je vais vous arrêter parce que c'est pas si simple que ça. Vous parlez un petit peu comme d'un livre. Je suis un peu dur là, mais si c'était si simple, ça se saurait, comme on dit. Hein. Et on le ferait depuis longtemps. Croyez-moi, l'agriculteur, lui, il est très pragmatique. Quand il peut éviter de traiter, il ne traite pas. Je suis le premier à le faire, je veux dire, et quand je suis obligé de traiter, je le fais, mais un peu à contre-volonté, parce que pour des problèmes de santé, d'ailleurs, qui sont maintenant apparaissent vraiment, l'agriculteur, il est conscient du risque, parce que c'est la quantité, c'est lui qui est quand même souvent exposé. Et je reviens à votre exemple, si c'était si simple, parce que malheureusement, pour des raisons d'ambiance sanitaire, de météo, ce qui est vrai une année n'est pas vrai l'année suivante, et on l'a vu l'année dernière, à cette époque-ci, on avait les plus belles récoltes. Il y a eu un coup de froid, d'ailleurs dans les 15 jours, qui a fait que ça a gelé en épi. Et moi, j'ai fait la plus mauvaise récolte de ma vie. Un tiers. J'ai fait 35 quintaux en blé. Je ne savais pas ce que c'était. Je fais normalement 80. Voilà. Pour vous donner un peu l'ordre de grandeur. Tout ça, et c'est même pas un problème sanitaire, là. C'est un problème de coup de froid. Et après, bien sûr, la météo cliché. Donc, si c'était si simple, si on avait des données et des réponses à tout. Mais par contre, le BSV, il peut développer les modèles. Prendre un exemple sur la pomme de terre. Aujourd'hui, on a un système, modèle, qui s'appelle Milios, je crois, si je ne me trompe pas, qui permet de réduire de moitié les traitements sur le mildiou de la pomme de terre. À peu près 15 passages. Je ne suis pas un spécialiste de la pomme de terre. On peut le réduire à 6-7. N'empêche qu'aujourd'hui, on n'a encore même pas 40% d'agriculteurs qui l'utilisent. Alors qu'on sait qu'il marche, le modèle, avec de la météo précise au champ, avec l'application technique, etc., qui peut éviter de traiter, parce qu'on sait que c'est des temps d'humidité. C'est très pointu. Aujourd'hui, on n'est plus à l'agriculture d'il y a 50 ans. C'est vraiment très pointu, avec des enregistrements. J'ai fait de la pomme, on avait exactement le même problème. C'est-à-dire qu'on savait qu'il y a plus de 2 heures d'humidité. Le puceron, s'il est porteur de vecteurs, etc., etc. On les connaît, les techniques, mais malheureusement, il y a toujours une part de risque. Et c'est cette part de risque qui est difficile à gérer, à expliquer. Et le technicien, pour reprendre le technicien ou le BSV qui a une responsabilité, lui, il est confronté aussi à jugement. Mais le jugement, il est à la fois de l'agriculteur, mais aussi du marché. Moi, quand on me dit de réduire l'azote sur mes blés et puis que mes blés ne font pas 11,5 de protéines et que je ne peux plus les vendre, c'est tout simple, c'est pas du phyto, c'est de l'engrais, etc., etc. Vous voyez ? Donc, c'est pas si simple. Je pense qu'on fait des progrès, que ça avance, mais que sous couvert de quantité et de qualité au niveau de la vente, on peut avoir aussi des grosses... et c'est pour ça que ça avance pas si vite et qu'il faudra encore du temps. Très bien, une intervention. Ensuite, je demanderai à Marc Gallien d'intervenir, parce qu'il a opiné du chef depuis longtemps, pour présenter vos arguments là où vous avez opiné du chef. Allez-y. Pour moi, le BSV... Présentez-vous, s'il vous plaît. Je suis Muriel Lebas de la DRAF Hauts-de-France. Pour
pour moi, le BSV, c'est un outil d'aide à la décision. La décision, c'est l'agriculteur qui la prend. Et donc, le BSV n'est pas un instrument de conseil, mais il donne effectivement les outils, le modèle, les seuils d'intervention, etc. Mais c'est l'agriculteur qui reste maître de sa décision. Et ce matin, ce que j'ai aimé, en tout cas moi, dans l'exposé du monsieur de l'INRA, monsieur Ribou, excusez-moi, je me souviens plus votre nom, mais c'est qu'il y avait deux aspects. C'est qu'on pouvait raisonner le BSV en traitement à justifier ou en impasse à justifier. Et actuellement, dans le BSV actuel, moi je trouve, en tout cas dans le réseau de surveillance biologique du territoire, qu'on raisonne encore trop en impasse à justifier et non pas justement en traitement à justifier. Et malheureusement chez nous, au niveau des animateurs du BSV, on a des gens d'instituts techniques, je ne vais pas nommer quelqu'un, mais qui continuent à raisonner en impasse à justifier. Et nous, GRAF, on n'arrête pas de dire, écoutez, on pourrait quand même dire que là, ça vaut peut-être pas le coup d'intervenir. Et en fait, on n'a jamais gain de cause, parce que nous, on émet un avis, mais on n'est pas toujours très entendu au niveau de la DRAF sur cet aspect-là. Et je trouve que c'est quand même une question importante. Vous avez tout à fait résumé. En fin de compte, ce qu'il faut que ça soit un outil comme le conseil, et les conseillers des chambres d'agriculture, d'organismes économiques sont des conseillers. C'est le décideur, c'est l'agriculteur. C'est pour ça que sur les désherbants où on voudrait que le BSV donne des conseils en matière de désherbage, c'est compliqué, c'est à la parcelle le désherbage, c'est même des fois d'une partie de la parcelle. Moi, je ne vois pas comment on peut faire du conseil de désherbage dans du BSV. Bon, ça c'est mon avis, et je me suis toujours été très réservé. Bon voilà, on ne va pas être plus long, mais ce qu'il faut, c'est que l'agriculteur reste et tous les moyens, tous les éléments pour prendre la bonne décision. Et ça, vous avez raison, c'est ce qu'on essaye de faire dans le conseil. C'est-à-dire qu'un agriculteur qui prendrait en compte les éléments de raisonnement du bulletin de santé du végétal, déjà diminuerait significativement ses produits phyto. J'en suis persuadée. J'ai même un agriculteur de l'Oise qui me l'a dit il n'y a pas très longtemps. Si on applique déjà les outils d'aide à la décision et les seuils d'intervention du BSV, on réduit déjà significativement l'usage des produits phyto. Donc il ne faut pas dire que c'est difficile et inatteignable. Merci. Marc Gallien, on peut se contredire, hein. C'est même bien de se contredire. Oui. Ça va pas être facile, mais alors, non, mais à partir de ce qui s'est dit, déjà votre regard, votre position. Oui. Alors, moi, je suis effectivement préventeur. Donc, à l'inspection du travail, la DIRECT, c'est l'inspection du travail, c'est le T de DIRECT, Direction régionale, l'économie, concurrence, consommation, travail, emploi, voilà. Vous n'aurez sûrement pas retenu, mais c'est pas grave, on vous le répétera au besoin. Donc moi, je suis dans la partie travail et je suis chargé de prévention pour toutes les activités agricoles. Et puis, je me dis que je suis un préventeur plein d'espoir et sûrement très heureux quand cette belle recherche, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, arrivera au plus près du terrain et qu'on sera aussi de plus en plus acteurs. Hein. Le regard des acteurs de terrain sur la recherche conduite dans le cadre d'Ecophyto, ouais, c'est ça. Donc voilà, j'espère être rapidement un préventeur heureux. En tout cas, je suis plein d'espoir. Alors, je suis plein d'espoir parce qu'en fait, on a aussi, nous, en prévention, des outils. Ça s'appelle les principes généraux de prévention. Éviter le risque. Pardon, vous n'allez pas écouter. Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités. Combattre le risque à la source. Tout ça, et puis si on décline ça pour le risque chimique, c'est essayer de gérer au mieux les organisations, les matériels, les outils. Ça, gérer des outils, en agriculture, on sait faire. Choisir, gérer des outils. Là, on a quelque chose à faire ensemble. C'est tout ça, si vous voulez, qu'on devrait mettre en place, qu'on devrait mettre en route, sur lesquels on devrait s'appuyer. Et puis, c'est pas toujours facile parce qu'il nous manque parfois, nous aussi, une boîte à outils. Il nous manque un certain nombre de choses. Moi, je prends plaisir à venir vous voir les uns les autres, vous l'avez dit tout à l'heure, au CSORI, parce que j'apprends plein de choses. Je me dis, tiens, ça serait intéressant. Ça serait super bien si ça arrivait sur le terrain. Puis, je suis bourré d'espoir parce que on a des plans régionaux, on a un certain nombre d'autres outils dans lesquels, si on est un petit peu, encore une fois, si on est un peu outillé, on va pouvoir faire passer des choses. Puis là où je suis encore bourré d'espoir, puis je vais être rapidement un petit peu heureux, c'est que je sais que sur le terrain, il y a des choses qui marchent. Puis quand il y a des choses qui marchent, et des témoins, mon voisin et collègue de la mutualité sociale agricole qui va se présenter,
Lui, il a des choses qui marchent bien sur le terrain avec ses équipes, avec la Chambre d'agriculture, avec d'autres acteurs. Et ça, c'est les acteurs de terrain qui, ensemble, se mettent autour de la table, se mettent sur le terrain, et puis essaient de trouver ensemble des solutions. Donc je lui laisse la parole. J'aurais quelques solutions à vous proposer, mais je préfère lui laisser la parole à lui. Ok, donc vous êtes Hervé. Hervé, représentez-vous. Merci Marc pour la transition. Hervé, je m'appelle Hervé Guillotel, je suis responsable santé et sécurité au travail à la MSA, donc Mutualité Sociale Agricole Porte de Bretagne, donc les collègues d'ici. Et donc du coup, je m'inscris complètement en adéquation avec ce qu'il a dit, notamment quand on parle de hiérarchie en fait de la démarche en prévention. Et du coup, quand on parle de prévention primaire, qui est agir à la source, moi je trouve qu'on a des ressorts intéressants en lien avec Ecophyto 2. Moi j'en fais partie, il y a plein de collègues du groupe Ecophyto qui sont dans la salle là. Et c'est vrai qu'en fait tout ce qui a été mis en œuvre dans ce cadre-là est intéressant. Et notamment, je voudrais redire 2 mots quand même sur les fermes défis. Parce qu'en fait, on trouve là finalement des leviers intéressants où les gens se sont emparés de démarches un peu systémiques, globales, etc., et qui produisent des résultats. On l'a vu, enfin, les résultats de la thèse qui ont été présentés tout à l'heure étaient quand même tout à fait encourageants. On peut voir le verre à moitié plein, à moitié vide. Moi, je fais le choix de voir quand même à moitié plein. Et donc, du coup, c'est quand même porteur d'espoir. En même temps, la limite, je me dis que puisqu'on parle de prévention primaire, il y a des gens donc, qui se sont engagés là-dedans, qui ont été aussi accompagnés par des réseaux, des ingénieurs, il y en a plusieurs dans la salle également, des techniciens, qui ont su aussi mettre en perspective cet accompagnement. Mais pour autant, en Bretagne et ailleurs, les résultats d'Ecophyto en termes d'efficacité, de réduction des intrants, est quand même un peu faible. Et donc du coup, ça pose aussi la question de comment tout ça, ça peut percoler, comment ça peut diffuser, comment ça peut réseauter. Et donc du coup, je me dis que quelque part, en fait, c'est pas si simple que ça, parce que les gens qui se sont engagés dans ces groupes-là sont des gens qui ont été accompagnés techniquement, et on sait bien aussi que la robustesse du groupe, c'est quelque chose de très important. Le fait de pouvoir confronter ces pratiques, rebondir sur les pratiques des uns et des autres. Et du coup, je lance une perche aussi. Je me dis que comment finalement maintenant on peut aller plus loin, et de ces gens-là qui étaient dans les fermes défis et qui étaient volontaires finalement, comment on va chercher tous les autres sachant que je me dis que sans doute ça pose la question peut-être aussi de l'accompagnement, et je me pose la question de savoir finalement si les gens aussi du côté de l'accompagnement et des réseaux sont assez outillés pour être en posture de conseil et d'accompagnement, et pouvoir faire en fait jouer ce rôle-là de façon tout à fait avec beaucoup de pertinence, quoi. Et je me dis, la question que je me pose, c'est est-ce qu'ils sont à l'aise? Je parle des réseaux chambres, alors peut-être un peu moins parce qu'en fait eux sont déjà engagés dans le réseau des filles, mais tout le réseau de la coopération, du négoce, des groupes de développement, etc., etc. Je pense qu'il y a, et ça fait le lien avec l'intervention de Monsieur Barbier tout à l'heure, en fait, il y a peut-être des perspectives tout à fait intéressantes de ce point de vue-là pour essayer de faire en sorte que les gens s'emparent de ces éléments-là et s'approprient ces éléments-là. Donc moi, je suis quand même porteur d'espoir, mais il reste quand même un gros boulot à faire de vulgarisation, et il faut aussi que les têtes de réseau s'emparent vraiment de ces questions-là. Donc ça, c'est un premier point. Et après, alors bien évidemment, quand on parle de prévention, de santé au travail, c'est un vrai enjeu, parce que quand même, il y a des maladies professionnelles, vous le savez, qui sont en lien avec ces produits-là. Il y a aussi notre réseau Fit-Attitude qui permet d'identifier un certain nombre en fait, de problèmes d'aléas qui surviennent avec l'utilisation des pesticides. Bref, donc tout ça fait qu'on essaye de promouvoir en fait l'intégration de la prévention à toutes les étapes d'utilisation des phytos. Marc en a parlé. C'est vrai que les pratiques évoluent beaucoup en termes de référencement des produits, de stockage, de préparation, etc., etc. Néanmoins, si on devait finalement, analyser la réalité de l'exposition des gens, je vous mets au défi qu'un exploitant, quel qu'il soit, ou un applicateur, peut difficilement en fait, appliquer stricto sensu toutes les consignes de sécurité qui permettraient de se mettre à l'abri de toute contamination sur un traitement phyto. Donc très, très concrètement, le risque zéro n'existe pas. Et du coup, je pense qu'il faut mieux aussi porter ce message-là. On est peut-être plus à l'aise avec ça plutôt que de dire que finalement, les pratiques sont complètement sécurisées. Donc du coup, ça fait le lien avec la question de notre intérêt à nous aussi en termes de prévention, de s'engager dans la prévention primaire. Et j'aurais juste, parce que je ne suis pas non plus sur la table ronde, citer un exemple qui est en fait un partenariat.
un partenariat avec la Chambre régionale d'agriculture de Bretagne qui concerne en fait l'expérimentation ou l'accompagnement d'expérimentation d'un robot de désherbage en maraîchage. Alors c'est tout à fait intéressant à deux niveaux. La Chambre est plutôt engagée sur la question de l'expertise technico-économique, enfin des effets de cette expérimentation-là. Nous, c'est l'impact conditions de travail. Et du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est de caractériser finalement les conditions nécessaires ou à réunir pour que l'agriculteur s'empare de la question et puisse se donner les moyens de bien faire fonctionner son robot. Et on s'aperçoit que lorsque ces conditions-là sont réunies, alors ça prend un peu de temps, mais bon, ils sont aussi accompagnés pour cela, il y a une efficacité technique qui est tout à fait intéressante et que du coup, le robot peut désherber à souhait. Ce n'est plus des gens qui se courbent pour aller chercher les herbes, c'est la machine qui le fait. Donc en fait, on gagne énormément de temps, ce qui permet à l'exploitant, par exemple, de faire autre chose, etc., etc. Donc c'est quand même tout à fait intéressant. Et puis j'aurais juste aussi, pour terminer, dire que dans le cadre d'Ecophyto Bretagne, on a aussi réalisé un mémo-guide sur la santé et la sécurité des applicateurs et que ça a été aussi le produit d'une approche collective qui réunissait tous les acteurs d'Ecophyto en Bretagne, la DIREC, la DRAF, la Chambre d'agriculture, la coopération, le négoce, etc., etc. Et que du coup, en fait, on a quand même réussi à aboutir à un consensus qui faisait qu'on a réussi quand même à faire intégrer le fait qu'on pouvait intégrer la prévention à toutes les étapes de l'utilisation ou pas d'ailleurs des produits phyto et que du coup j'ai apporté quelques exemplaires et si vous êtes intéressé par le document je pourrais vous le diffuser mais il est téléchargeable sur le site de la DRAF, sur le site des MSA Porte de Bretagne et d'Armorique. Voilà. Merci. Je vous remercie. Je voudrais relayer... Non mais restez à la table ronde parce que demain vous faites l'introduction aussi et puis la conclusion, le grand témoin après. Je voudrais revenir comme ça, ensuite on va venir les fameux 90% qui ne sont peut-être plus 80% mais peut-être encore, on est d'accord. Nous avons parlé hier d'un manque absolu, les agriculteurs sont acteurs au cœur de nécessités partagées par tous les citoyens, ne serait-ce que s'alimenter, l'environnement, etc. Je le rappelle, Ecophyto est absolument inconnu des citoyens. Enfin, ça, c'est même pas la peine de rêver. C'est inconnu. Et je dis même que le mot agroécologie, nous on l'a testé 1000 fois, est absolument inconnu des citoyens. Je vous le rappelle parce qu'on croit qu'on est dans un monde où l'autre monde sait ce dont on parle. Je ne crois pas. Je trouve que l'agroécologie, alors je vais parler plus large là, mais donc Ecophyto en fait partie, est justement une occasion renouvelée depuis si longtemps pour que l'agriculteur rentre dans la modernité des nécessités collectives. Il y était après-guerre, on est en train de saisir quelque chose où l'agriculteur peut rentrer et donc être acteur reconnu par la société. Eh bien, ça c'est une porte ouverte, mais on n'y est pas. Par ailleurs, on n'y est pas. Il est plus contesté. On lui ramène son petit béret de paysan. Alors la technique, tout ça, je le dis exprès, parce que c'est surplombant tout cela. Hein. Et donc vous posez des questions qui ramènent aussi à ces questions-là. Et pour que les 90% y aillent, il faut qu'ils soient reconnus en tant qu'acteurs, alors là pour le coup innovateurs, sur des nécessités reconnues par les citoyens. Voilà, vous avez raison. 2 exemples. En effet, toutes les pubs aujourd'hui pour l'agroalimentaire, c'est encore le béret, la bouteille de vin. Enfin, carrément. Excusez-moi, les poules qui se promènent. C'est le paysan en tête de gondole, on appelle ça. Hein. Ça nous aide pas. Les émissions cash investigation, ça fait mal. Moi, j'en ai pris plein la tête. Mon département était en noir. C'est normal parce que c'est les nodus, c'est le nombre de doses vendues. J'ai 2 grosses organisations soufflées qui gravitent sur 40 départements et puis Vivessia ils n'ont pas fait gaffe à ça. Alors le département de l'Aube est en noir alors qu'on est plutôt un département assez exemplaire parce que ça fait plutôt 40 ans que je milite là-dessus. Donc vous voyez comme ça peut faire mal à travers des émissions qui vous cassent tout et vous avez raison. Ce que par contre je constate, Ecophyto commence à passer dans l'esprit des agriculteurs. Ça commence à être connu, à discuter. Parce que ce qui est intéressant, c'est quand, au bout à la coopérative, on commence à discuter. Avant, à la récolte, j'étais paysan, on comparait son rendement. Maintenant, on commence à parler de la technique, on commence à parler de la façon dont on a résulté, du résultat économique. C'est des mentalités qu'il faut faire changer. Et ça prendra une génération. On a beau le dire, c'est pas comme ça. Et c'est pour ça que je veux travailler en groupe, faire travailler en groupe, parce qu'en groupe, on se rassure, on s'échange. Et puis, les copains, ils regardent par-dessus la haie, comme on dit. C'était quand même ça. Et ça reste ça. On ne peut rien. Même si l'enseignement, il y a tout à faire. Et j'ai bien entendu les évolutions. Même si
Voilà, il faut qu'on arrive à passer par-dessus. Alors c'est vrai que les émissions et la télé ne nous aident pas pour le moment. Peut-être qu'un jour, parce qu'on parle toujours l'accident, le train qui n'arrive pas à l'heure, la polémique, l'empoisonnement, on ne parle pas des choses qui vont bien. Et c'est dommage parce que ça nous aiderait. On aurait besoin. L'agriculteur, il est fier aussi de son métier. Et tant qu'on le sera montré du doigt, comme je disais tout à l'heure, et qu'on ne sera pas montré en exemple de la façon dont on fait, alors qu'il y a peut-être qu'1 ou 2% d'agriculteurs qui font mal, ça fait mal à tout le monde, oui. C'est ce que j'essaie d'expliquer. On a évité une catastrophe. Je prends souvent l'exemple où malheureusement, lorsque la princesse d'Angleterre s'est tuée, à la même époque, il y avait une affaire qui aurait pu foutre toute la filière bovine en l'air, parce qu'il y avait un petit groupe d'agriculteurs qui s'était amusé à piquer des bêtes la Morora, et avec de la Morora c'est prescription maintenant, et un petit peu de Roundup, parce que ça s'est pété, et donc la viande était plus rouge. Truc complètement fou, les médias qui sont tombés là-dessus, ça s'est écrasé, parce qu'on a réuni les médias, on leur a dit, si vous tuez la filière. Vous voyez, à partir d'un exemple, d'une connerie, on peut faire le bazar. Et c'est tout le défi qu'on a à relever, c'est à communiquer positivement. Je dis oui, on soigne ces plantes, on les alimente. Si on arrivait à parler comme ça, plutôt que de traiter ou tuer, ça serait mieux. N'empêche qu'il faut prendre en compte la santé. Et ça, maintenant, c'est quelque chose qui est rentré dans la tête des agriculteurs, grâce aux femmes aussi, grâce à ce qui vient d'être dit, parce qu'on est exposé. Ouais. Et l'agriculteur, je n'ai pas peur de le dire, on a fait des bêtises, on a une partie de responsabilité. Et moi-même, je me dis, dans ma mission, si au moins j'ai réussi à faire évoluer ce côté-là, j'aurais pris ma responsabilité pour protéger mes agriculteurs, en tout cas ceux qui arrivent, et qu'on ne soit pas... Parce que ça va arriver, on n'aura plus de phyto, parce que les molécules, malheureusement, sont de moins en moins renouvelées, sont de plus en plus résistantes, et qu'on ait anticipé, et qu'on ne soit pas dans le mur, à un moment donné, face à une impossibilité d'avoir des solutions chimiques, et qu'on aurait anticipé un petit peu. Toutes ces questions concernent tout le monde, y compris l'INRA. Moi, je travaille à l'INRA depuis peu. De temps en temps, dans certains cercles, on me traite de Monsanto faiseur d'OGM. Il ne faut pas non plus rêver. L'image de l'INRA n'est pas forcément spectaculaire sur les terrains de mine, le champ de mine sociétal que vous développez. Alors là, il va y avoir deux points de vue très directs. Celui de Didier Rouleau, je vais commencer. Vous êtes agriculteur en GAEC, je l'ai dit tout à l'heure. Pour vous, l'objectif de réduction de 50% des phytos est possible, mais il ne faut pas se limiter à l'utilisation de matériel performant. Vous dites même que le numérique ne fera pas tout. Et vous avez une autre position aussi, c'est l'expé, sur une action précise, c'est très intéressant. Mais pourquoi ne pas imaginer une expé qui se remet sur une exploitation ou des exploitations dans leur globalité, pour pouvoir enfin identifier des solutions qui marchent ou pas. Alors ça, c'est votre posture, je vous le demande de le faire très directement. Oui, alors en fait, je voudrais revenir sur... j'ai peut-être un peu moins d'expérience que Didier, puisque je suis installé que depuis 30 ans. Et donc, je peux juste témoigner de mon parcours, puisque je suis parti d'un système, on va dire, intensif. Et progressivement, j'ai... Au fil du temps, puisqu'il y a eu des épisodes climatiques qui ont été un peu défavorables, donc on a été amené à désintensifier un peu la production et à se tourner vers les systèmes herbagers pâturants. Et puis, donc aujourd'hui, je contribue aussi au programme Ecophyto au sein du réseau CIVAM. Et donc, j'apporte ma contribution pour dire qu'on est arrivé, justement... alors, c'est vrai qu'on est en polyculture élevage. Donc, je suis agriculteur et je suis aussi paysan, puisque je suis du pays, je suis brétilien, je suis au sud du département, sur une exploitation laitière. Et donc, alors, ce que je voulais dire quand même, c'est comment est-ce qu'on y est arrivé donc, Didier le rappelait, l'intérêt des groupes, et là je suis persuadé que justement c'est en groupe qu'on arrive à justement, on a besoin d'être réassuré, et que ce soit un groupe Chambre, que ce soit un groupe CIVAM, que ce soit un groupe GEDA, que ce soit autre chose, il y a une multitude de groupes, mais c'est indispensable parce que c'est justement pour rompre l'isolement. Parce que l'agriculteur, il est sur son exploitation, il est tête dans le guidon, et justement l'intérêt du groupe, c'est aussi de pouvoir ressortir.
la tête un petit peu et d'échanger avec ses pairs. Et justement de regarder par-dessus la haie. Et c'est toujours intéressant. C'est vrai que quand on a abordé la sociologie tout à l'heure, et dès qu'on sort un peu des rangs, on est un petit peu observé quand même. L'agriculture, il y a un peu d'inertie quand même. Donc c'est pour ça qu'il va falloir sans doute beaucoup de temps pour qu'on arrive à réduire les phytos, mais je suis persuadé qu'on y arrivera. Et la preuve, c'est vrai que c'est sans doute pas aussi simple que ça. Il y a sans doute plus facile. C'est sans doute plus facile pour nous avec l'élevage à côté. Il faut rappeler que je voudrais quand même noter quelque chose. Je sais pas. On est l'Ille-et-Vilaine, le premier département laitier, et on voit de moins en moins de vaches dans les champs. Je ne sais pas si vous avez observé. Donc, alors ça, c'est le modèle agricole où on a prôné un peu l'efficacité de la main-d'œuvre. Donc on a un peu rationalisé, on a la robotisation, l'industrialisation nous a amené à concentrer un peu les vaches en bâtiment. Donc résultat, elles ne sortent plus beaucoup. Hein. Et puis, donc on est aussi là pour faire voir que on a la possibilité de vivre de notre métier en faisant l'élevage de la façon la plus traditionnelle, quoi. Et donc, alors, je voulais dire quand même que donc on est rentré dans le réseau défi parce qu'on y croyait dès le départ. On était dans la phase test en 2010 pour montrer justement que de réduire de 50%, pour nous c'était possible. Le premier objectif, Ecophyto 2018, moins 50%, nous on l'a adopté dès le départ. Donc on sait, pour ça, c'est vrai il y a un cadre assez intéressant quand même, c'est qu'on était engagé en MAE. Et je voudrais rassurer quand même les MAE sceptiques, là, tout à l'heure, qui disaient que c'était destructeur d'emplois et puis que c'était antiproductif. Je voudrais quand même dire que si c'était aussi destructeur d'emplois, on ne serait pas à 5 à travailler sur 170 hectares. Donc voilà. Et puis, pour le contre-productif, certes, c'est vrai qu'on a peut-être l'impression de diminuer un peu la production, d'être un peu moins productif. Sauf que si on analyse globalement sur l'exploitation, en faisant entrer les surfaces, on l'a vu tout à l'heure dans l'étude CEP, là. Donc, quand on faisait le bilan global, en faisant des équivalences de surface des importations de soja et compagnie. Donc en général, globalement, on se retrouve au moins aussi productif que les autres systèmes. Donc voilà, c'est un petit peu ça. Oui. Et puis alors aujourd'hui, donc le défi supplémentaire qu'on s'est dit, c'est le passage à l'agriculture biologique, mais par conviction, mais aussi par défi. Et donc on a été amené un petit peu à aller dans ce sens-là parce que effectivement c'était moi qui était un peu responsable sur le GAEC des cultures. Et donc c'était moi qui faisais les applications aussi de phyto. Donc je me suis dit que c'est moi qui prenais tout, hein, donc pour les raisons de santé aussi. Et je crois qu'il faut aussi intégrer ce phénomène-là. Et puis je me suis dit j'avais la possibilité effectivement de déléguer, de transmettre ça à mes enfants, parce que j'ai installé deux de mes fils. Donc je me suis dit, soit je leur largue la partie phyto, c'était pas très, très honnête quand même, donc j'ai préféré relever le défi, puis partir sur l'agriculture bio. Voilà. Merci beaucoup. Ça pouvait être pratique pour émanciper les gosses. Je vais passer la parole à Jean-Luc Lespinasse, après on y reviendra. Sur la question des mots, j'y reviens, parce qu'on parle maintenant on emploie le mot sceptique, c'est très négatif. Hein. Sceptique, c'est Platon, c'est au contraire mettre de la raison sur un objet qui est pas évident, et même un objet scientifique, c'est mettre de la raison. Sceptique, c'était bénéfique, c'était pour la raison. Aujourd'hui, c'est devenu oula. Climato-sceptique, vous êtes passé à la Kalachnikov. Bon. Et donc je passe au mot critique. Critique qui peut être vécu comme négatif, alors que la critique au contraire est un truc extrêmement positif. Et donc je vais proposer à Jean-Luc Lespinasse de le libérer là-dessus.
Donc vous êtes agronome, je l'ai dit tout à l'heure, à la CAVAC. Vous avez des points de vue très très critiques sur Ecophyto, hein, on peut le dire. Sur la com, ce que vous appelez la com. Le fossé entre le monde de la recherche et la réalité de terrain. Et des réalités économiques qui finalement n'évoluent pas. Ce sont vos 3 premiers aspects. Je vous laisse la parole. J'espère pas me faire lyncher par la salle quand même. On se fait pas lyncher quand on est critique. Non, j'étais très content de participer à cette journée. On arrive quand même en fin d'après-midi. Il y a quand même, dans tous les débats de la journée, un point qui n'a pas du tout été évoqué. C'est l'aspect qualité, c'est-à-dire l'aspect des qualités produits et l'attente client. Moi, je suis dans une coopérative où on produit des céréales et ces céréales doivent répondre à des cahiers des charges pour des filières. Nous sommes dans 70% de notre collecte en filière, en particulier en meunierie locale. Et c'est, je dirais, la demande de nos meuniers qui guide nos choix variétaux et nos orientations également d'itinéraires techniques. Donc je pense que ça, il faut... je pense que c'est dommage que ça n'ait jamais été évoqué dans les différents travaux de la journée, parce que ça reste quand même une des priorités majeures, que la production soit orientée pour, je dirais, une attente client. Et je pense que ça, il ne faut pas l'oublier quand même lorsque l'on parle d'écophyto et de modification des pratiques. Après, le deuxième élément qui me paraît, moi, important, où je me sens mal à l'aise aujourd'hui, c'est effectivement sur la notion de transfert. C'est-à-dire que je pense qu'on est des acteurs du transfert en tant que coopérative. Nous, on a quand même... on va dire 70 techniciens sur le terrain, aussi bien on va dire végétal qu'animal, qui portent, entre guillemets, la bonne parole. Et cette bonne parole, pour la porter dans l'orientation que l'on souhaite, il faut vraiment qu'on soit, je dirais, impliqué dans cette notion de transfert. Et pour l'être, je pense qu'il faut vraiment qu'on ait un rapprochement beaucoup plus important entre toutes ces institutions de recherche et vraiment le terrain. Moi, j'aimerais, et je vous invite d'ailleurs, pour ceux qui le souhaitent, à venir participer avec moi un petit peu aux pistes de progrès que je peux initier sur mon milieu. Un milieu qui est fait de polyculture élevage, où effectivement la notion de rotation est notre problématique majeure. Par contre, valeur aujourd'hui, je n'ai pas trouvé vraiment de révolution à apporter aux agriculteurs sur la modification de nos rotations pour garder quand même une notion économique dans les exploitations. Et ça, certainement que je ne suis pas assez doué là-dessus, mais je vous invite à venir m'aider. Et la coopérative dans laquelle je fais partie a vraiment fait tous les efforts possibles. Nous, on a une filière chanvre aujourd'hui qui représente 2000 hectares. Donc c'est vraiment une rupture dans les rotations. Ça, c'est un élément intéressant. On a développé du lin avec la difficulté aujourd'hui de la rentabilité économique pour les agriculteurs, qu'on est incapable de maîtriser un rendement à 20 quintaux de moyenne alors que c'est vraiment le rendement minimum pour arriver à en sortir un résultat économique. Et je n'ai pas les compétences techniques aujourd'hui suffisantes, ou l'itinéraire, je n'ai pas réussi à trouver l'itinéraire technique suffisant pour assurer ces 20 cathos. Donc voilà, donc cette notion de transfert, moi, me paraît quand même difficile. J'aurais tendance à dire aussi que si on n'a pas une réduction des phytos comme elle pouvait être souhaitée à un moment donné par le ministère, c'est peut-être que tout simplement les agriculteurs ne faisaient pas n'importe quoi depuis le début. Et je pense qu'ils sont loin de faire n'importe quoi. Après, l'autre élément, moi, qui me manque beaucoup aujourd'hui pour faire évoluer les pratiques, c'est des solutions alternatives. Alors on en parle beaucoup, mais donnez-moi des solutions alternatives vraiment concrètes dans des situations de polyculture élevage ou dans des situations purement céréalières pour vraiment faire une rupture sur des méthodes alternatives. Alors les méthodes alternatives, quand on les a, on les met en place. J'entends par là, moi la méthode alternative par exemple pour lutter contre les limaces, c'est le Slux. On a un produit qui est un produit qui n'a pas d'impact environnemental. Je vous promets qu'à la coopérative, on est à plus de 70% aujourd'hui d'utilisation du Slux par rapport au métaldéhyde. Donc ça, c'est vraiment une rupture forte. Quand on l'a, on la met en place. Le Vaxiplan, qui aujourd'hui est un produit qui permet quand même d'éviter un petit peu la partie fongicide sur céréales, on la met en œuvre aussi. Mais on est à la limite du résultat économique pour l'agriculteur sur cette situation-là. Donc je pense qu'aujourd'hui on manque vraiment, et je trouve qu'on ne l'a pas assez évoqué aujourd'hui, de ces méthodes alternatives qui nous font défaut. Autre élément important, c'est la prise de risque.
cette prise de risque, elle est quand même elle est facile à prendre ou à mettre en avant lorsqu'on est dans un institut ou même lorsqu'on est technicien dans une coopérative. La prise de risque pour l'agriculteur, elle n'est pas du tout au même niveau qu'on peut l'entendre à notre niveau à nous. C'est-à-dire que pour l'agriculteur, il y a un enjeu financier capital. Et là, il y a un aspect social, bien sûr. C'est-à-dire que chaque être humain a une notion de risque différente et une acceptabilité du risque qui est différente. Donc attention aussi à ce volet. Je pense que c'est un élément important. Les aspects OAD, je dirais, sont des moyens pour aider les agriculteurs à appréhender ce niveau de risque, mais c'est encore des éléments à développer. Donc voilà un petit peu, je dirais, une vision critique, mais une critique positive quand même. Je dirais mon plus gros point d'échappement aujourd'hui, c'est quand même que les mesures alternatives, pour moi, elles sont relativement peu nombreuses encore dans des systèmes assez classiques de polyculture élevage ou même de situation céréalière. Merci. Oui, ça rejoint d'ailleurs des points de vue critiques qu'on entend de toutes parts, entre transition et rupture. C'est une vraie question. Les mots aussi. Rupture, ça peut vouloir dire, pour un chercheur de l'INRA, je suis à l'INRA, pour un agriculteur, deux langages différents. Donc les mots, attention aux mots. On peut avoir un mot, tiens, on rapproche l'économie de l'environnement, l'agroécologie, mais attention, ce sont des mots. Qu'est-ce que c'est ? De quoi parle-t-on et de quoi débattons-nous sur ces mots-là ? Donc c'est le langage commun qui fait aussi l'innovation d'ailleurs. Donc tout cela est une vraie critique. Moi je le disais tout à l'heure, attention aux mots. C'est-à-dire qu'au recentrage de chacun, vous savez, on est tous exceptionnels, mais se sentir dans l'exception, c'est déjà la faillite. Donc recomposons des collaborations, sortons. Alors quand je disais d'ailleurs que pour l'agriculteur, c'était pour les agriculteurs, une manière de retrouver une modernité par rapport au regard sociétal, malgré tous les empêchements que nous pouvons avoir aujourd'hui, c'est sortir aussi de l'exception. Je crois qu'il y a quelque chose là qui s'engage. Donc par rapport à tout ce qui s'est dit, vous pouvez y aller. J'espère que ça vous a interrogé et est-ce que certains vont accepter à la fois aussi de prendre le regard critique. Un dernier point que j'aurais voulu soulever, c'est quand même l'évolution des tailles des exploitations. C'est-à-dire que lorsqu'on est sur des systèmes céréaliers, c'est clair qu'on va vers un agrandissement relativement important et que la gestion de ces exploitations-là, elle n'a rien à voir avec des exploitations d'il y a 10 ans ou 15 ans. C'est-à-dire que lorsque j'ai 200 hectares de blé, c'est clair que c'est plutôt la recherche d'un itinéraire technique moyen et la gestion parcellaire qui est la gestion idéale d'un point de vue très intellectuel. C'est clair qu'elle est difficilement qu'elle est difficilement mise en œuvre parce que c'est une notion d'organisation du travail dans ces exploitations-là. Et donc ça, je pense que on n'en a pas beaucoup parlé de cet aspect-là, mais je pense que c'est vraiment une évolution forte qu'il faut tenir en compte. Très bien, il y a une intervention. Alors, on a peu de champs de débat, mais c'est très bien parce que tout a été mis sur la table par ailleurs. Allez-y. Marc Vergne, IFV Bordeaux, Institut français de la vigne et du vin. Oui, vous avez soulevé un point qui me paraît important, c'est cette notion de risque. Alors, ça a été un petit peu évoqué ce matin. Là, en l'occurrence, vous l'avez à nouveau évoqué. Et c'est effectivement, nous en viticulture, c'est une notion qui est très prégnante, très clairement. Et la question, nous, en tout cas au niveau de l'Institut qu'on se pose, c'est comment faire diminuer, j'allais dire, cette pression auprès de l'agriculteur qui, derrière, s'il a, j'allais dire, une assurance en se disant je prends ce risque, mais je sais que je peux le valoriser. Derrière, je peux avoir un moyen de valoriser cette notion de risque. Il y aura une adoption des pratiques qu'on pourra proposer.
Et quand vous avez évoqué l'assurance, c'est un point effectivement auquel on a pensé, et j'ai un collègue, Marc Rénal, qui avait pris des contacts auprès de Groupama, et je constate que vous avez fait de même. Et c'est vrai que là, les assureurs sont vraiment très frileux par rapport à ça. Et c'est bien dommage, parce que ça serait un moyen aussi de faire avancer les pratiques et la réduction d'intrants. Après, il y a une autre notion aussi que je voulais évoquer, c'est que l'adoption aussi de la réduction d'intrants, si c'est réduire l'intrant pour réduire l'intrant, alors certes, c'est une obligation, on nous demande de le faire, très bien, mais il faudrait y inclure d'autres notions. Par exemple, et là aussi ça a été un peu évoqué, c'est des notions, j'allais dire, environnementales, par exemple les problématiques de tassement de sol, et toutes ces problématiques-là qui au quotidien sont aussi des problématiques que l'agriculteur a, et qu'on a tendance peut-être, en étudiant juste la problématique réduction d'intrants, à éluder. Et c'est aussi des choses, des paramètres qu'il faut qu'on prenne en compte, et c'est notamment, j'allais dire, quand on fait une étude d'un système, c'est des notions, à mon avis, qu'il faut intégrer. Très bien, merci beaucoup. On a mis beaucoup de questions sur la table, on n'a plus que 5 minutes. On va faire comme ça, je vais appeler Philippe. Attends, je vais laisser la parole. Le temps que, pardon Philippe, Fabrice Dreyfus vienne nous rejoindre du CGAER, qui est témoin de cet après-midi, et je vous laisse réagir. Oui, juste deux, trois réactions. Moi, je veux pas que ça soit la peur qui bloque tout, parce que j'entends qu'il y a le risque. Et c'est ce qu'on essaye de prendre en compte, je le dis, en permanence, mais avec ça, on ne bouge plus, quoi. Et on n'a pas le droit de ne pas bouger. Et on sera jugé là-dessus. Enfin, moi, je me sens jugé là-dessus par rapport à mes mandats, certes, parce que je me sens responsable. Et quand c'est le noble, pour le fait d'être élu, j'en ai rien à foutre. Par contre, d'être responsable dans le sens d'anticiper, de prévoir. Et là, il faut prendre un risque, en effet. Et pour moi, c'est même pas un risque, c'est prendre sa chance. Et je pense que si on prend notre chance, ça peut nous donner des points d'avance demain, d'avoir trouvé des solutions. Je crois qu'il y a des solutions, honnêtement. Certes, il faut refaire de l'agronomie. Le respect des sols, le travail des sols, les cultures, enfin bon, il y a beaucoup de choses maintenant qui se font. On travaille avec des mélanges. En effet, vous avez développé le chanvre. Je suis de culture vendéenne, j'ai fait mes études à La Roche, sur Yon. Donc je connais bien la Vendée, et mon cœur, une bonne partie de mon cœur y est. Et j'ai aussi essayé de travailler toujours à trouver des solutions. On relance la luzerne, des cultures comme ça, même dans nos codes de culture, parce que s'il n'y a plus d'élevage, qui est permet des solutions avec les pâtures, etc. Bon, il faut aussi travailler là-dessus. Les cultures sous couvert, les mélanges, les variétés. Et moi, je travaille beaucoup. Tout à l'heure, il y a eu une tendance à critiquer les groupes agrochimie, Bayer, BASF ou Monsanto. On a eu besoin d'eux, mais je pense qu'aujourd'hui, ils ont déjà travaillé. Enfin, moi, je les fréquente toujours parce qu'ils travaillent sur le biocontrôle, ils travaillent sur des molécules qui pourront peut-être nous aider demain, comme ça vient d'être évoqué pour les limaces. Il faut qu'on travaille avec eux et qu'on leur demande, comme avec l'INRA, les bonnes questions, qu'on leur pose les bonnes questions pour qu'ils répondent à nos attentes. La recherche variétale, qui a totalement été dans l'impasse pendant trop longtemps, etc., etc. Donc on a besoin de travailler encore ensemble, on a besoin, je crois que ce n'est pas la peine de se faire de critiques, mais en tout cas la peur ne doit pas tout bloquer, l'économie, bien évidemment, je suis agriculteur avant tout et je sais ce que c'est, le social, parce que la santé, maintenant, c'est vraiment quelque chose de prégnant, etc. Et je crois qu'on a aujourd'hui de bonnes pistes pour continuer à travailler. Moi, je reste profondément positif par rapport au pari qu'on a fait il y a 10 ans, de dire on engage un travail et c'était pas évident, d'autant que ça a été rappelé, les résultats globalement sont pas bons, mais je pense qu'il y a des évolutions qui vont dans le bon sens et qu'on va trouver des solutions. Moi, je dis souvent aux responsables politiques qui voudraient avoir des résultats instantanés, non, on n'a pas planté du blé, on a planté des arbres. C'est 10 ans à 15 ans avant d'avoir les fruits, les premiers fruits, et après on aura la récolte. Je crois que la récolte, on est à la veille de la trouver. Donc voilà, je crois qu'il faut qu'on sorte positif en relayant. Et c'est pour ça que c'est important que... moi, je suis pris de mon temps, parce que j'ai pas mal d'occupations, pour venir à ce colloque, justement pour que ça soit relayé. On a besoin de travailler ensemble, on a besoin des médias, on a besoin des chercheurs, on a besoin de tout le monde pour relayer aussi des bons messages et être positif sur ce dossier. Merci à tous. Merci beaucoup. Je rappelle qu'on a tendance à demander aux politiques aussi que ce soit instantané. Donc tout le monde est dans le même bain là.
Je laisse la parole à Fabrice, je dis toujours François, Fabrice Dreyfus, c'est très joli, hein, du CGAER, et évidemment, il a 5 minutes. À toutes et à tous, je vais donc essayer de faire vite. Alors, je pars d'abord de l'idée que le choix de l'agroécologie par la société multiplie en réalité les acteurs avec des points de vue différents, des langages différents dans l'ensemble du complexe agricole et alimentaire français. Ça se traduit par une multiplication des situations de controverses et de construction nécessaire de compromis. Didac Fito, d'ailleurs, on voit bien qu'il a repéré ça comme quelque chose d'important, puisque le projet nous montre que dans la formation d'ingénieurs, on propose des raisonnements et des méthodes pour identifier, caractériser ce genre de situation. Globalement, je pense que les intervenants, les accompagnants des agriculteurs sont très demandeurs de renforcement des travaux en sciences sociales au sein des AP CASDAR. Je ne l'ai pas inventé, c'est le résultat de l'évaluation à mi-parcours du PNDAR, un des résultats 2014-2020. Et il y a une vraie attente pour ce genre de travail. Ce premier point là que je développe, globalement, c'est un plaidoyer pour les sciences sociales. Au-delà des ingénieurs, il me semble que c'est un besoin bien plus large et que les autres acteurs qui sont engagés dans le changement en auraient aussi l'utilité, et même les agriculteurs, et en particulier même les agriculteurs, qui sont parfois entraînés dans des situations conflictuelles ou incertaines. D'ailleurs, on a parlé beaucoup de Certifito. On aurait pu imaginer que dans Certifito, on aborde les controverses liées à l'exposition des travailleurs et des opérateurs en général, et des impacts sur leur santé, beaucoup plus directement en parlant en termes d'analyse de controverses, par exemple. Mon deuxième point, donc ça, c'était la partie plaidoyer pour les sciences sociales. Plus de sciences sociales et pour les différents types d'acteurs. Ce n'est pas uniquement pour les ingénieurs, mais en fait, c'est presque une aide à vivre ensemble. Le deuxième, j'exagère peut-être un peu, le deuxième point, c'est autour des résultats. On voit bien qu'il y a des attentes, comment dirais-je, des idées de ce que c'est qu'un résultat qui divergent. Et il n'y a pas forcément d'intercompréhension là-dessus. Alors, je pars du constat que l'agroécologie, c'est une approche, alors on dit holistique, on dit systémique, on dit intégratrice. En tout cas, c'est quelque chose qui prend tout en compte, hein, jusqu'à la psychologie des acteurs. Mais en même temps, c'est aussi une approche très située, localisée. C'est ici et pas ailleurs. Et tout cela me fait dire que, de ce fait, les résultats des travaux sont forcément de moins en moins sous forme de solutions qu'il faut utiliser en remplacement de quelque chose qu'on avait déjà, sont moins des trucs clés en main dont il faut simplement suivre le mode d'emploi, mais des processus qui sont bien plus complexes. Je pense que j'y reviendrai. Je ne dis pas qu'il n'y a pas aussi et toujours des informations, des solutions qui peuvent passer plus directement dans les canaux habituels du transfert, comme on disait dans le temps, et comme on le dit encore assez souvent. Le SLUC, c'est un des exemples qui montre qu'un transfert un peu classique peut être efficace. Alors, toujours les intervenants qu'on a interviewés dans l'enquête pour le PNDAR, ils sont eux aussi très demandeurs d'avoir accès à ces résultats dont on ne sait pas trop quelle est la forme maintenant, et aussi les méthodes d'usage, de valorisation de ces résultats. Et on s'aperçoit en discutant avec eux, et d'ailleurs depuis hier, c'est ce qu'on entend aussi, que les résultats sont de plus en plus souvent des objets qui servent des objets intermédiaires, des objets qui servent à l'animation, qui servent à construire la confiance. C'est vous hier, ou votre collègue de la CAVAC qui parlait, c'est vous, et qui parliez de ce mot important pour avancer sur la construction de solutions, c'est ce mot de la confiance, et derrière cette confiance, la possibilité d'aller vers le compromis ou le collectif, surtout sur des échelles territoriales.
Un autre point toujours derrière cette idée de résultat, c'est que diffuser des résultats, ça ne suffit donc pas. Il faut aussi, et peut-être surtout, mettre en place des espaces dans lesquels une dynamique collective peut se mettre en place pour pouvoir utiliser ces objets intermédiaires qui nous sont fournis par la recherche ou par toute autre source d'innovation, par un autre agriculteur, par un étranger qui vient nous visiter, et dans cet espace de dynamique collective, que puisse se créer la connaissance ad hoc au groupe et au lieu où se pose le problème qui réunit les gens dans cet espace. C'est le sens des politiques que que le ministère essaye de mener au niveau des agriculteurs en particulier, avec des GI2E, avec des groupes défis, avec au niveau européen, on a aussi les groupes opérationnels dans le programme européen pour l'innovation, mais c'est aussi le cas pour des MAEC, dont on parle un peu. Mais pour finir sur ce point autour des résultats, les résultats produits, on y pense quand même assez souvent en vue des agriculteurs et en vue des accompagnants des agriculteurs, alors que là encore, ces résultats devraient pouvoir être partagés par toutes les autres parties prenantes des processus d'innovation que l'on veut accompagner. Et mon dernier point, il vient surtout du fait que je trouve, là je parle un petit peu pour ma paroisse, je trouve que les résultats de recherche, en particulier ceux qui ont été présentés aujourd'hui et cet après-midi, des travaux comme ceux de Coup de pouce, des travaux comme ceux de Pestimut, des travaux comme ceux de notre ami le professeur de droit qui nous... Alterfito, qui nous a ouvert à une nouvelle discipline. Je trouve que ces travaux-là sont insuffisamment valorisés auprès d'une catégorie particulière d'utilisateurs, de gens qui en profiteraient avec intérêt pour leur profession et pour tous ceux qui travaillent avec eux. C'est toute cette nouvelle catégorie de décideurs, de gestionnaires, d'administrateurs, de nouveaux ensembles territoriaux qui sont créés soit dans le cadre de la refonte de la loi NOTRe, soit dans le cadre de nouvelles communautés de communes, soit même des initiatives, je pense à BioVallée dans la Drôme, ou d'autres comment dirais-je, ensembles territoriaux dans lesquels des gestionnaires de MAEC, l'exemple de Coup de pouce pour ça est très bien, dans lesquels ces gens-là ont à concevoir leurs modalités d'action. Or, on s'aperçoit que, eh bien, on met un peu de sous pour, et sûrement pas assez, pour aller former accompagner, stimuler la réflexion collective chez les agriculteurs et peut-être chez les intervenants, mais faire une caravane éco-phyto pour aller passer dans les régions, discuter avec les directeurs des politiques agricoles de tel département, de telle région, enfin pas du département, de telle région, mais les chargés d'administration de telle ou telle communauté de communes, de projets agricoles et alimentaires, ces gens-là, ils sont totalement en dehors du spectre de ce qu'on appelait dans le temps le transfert et la vulgarisation. Et ça, je trouve que c'est dommage, et j'arrête là. Bravo, merci. Et merci à tout le monde, tous les intervenants. Je vais laisser la parole aux organisateurs, parce qu'il y a une visite. Il y a un repas derrière et on ne sait pas où il est encore. Ah, c'est la surprise. Non, donc, alors, au choix, soit vous n'êtes pas très chargé, vous pouvez commencer la visite dès maintenant. En fait, le guide nous attend devant le Palais des Congrès. Première solution. Deuxième solution, vous voulez aller déposer votre valise, votre ordinateur à votre hôtel. On peut se retrouver au niveau de l'hôtel France Chateaubriand, qui est donc au niveau de la mairie. Vers 6h15, 6h25, vous ne louperez pas, on sera un groupe assez important. Si vous ne pensez pas faire la visite, mais que vous voulez nous retrouver directement au lieu du dîner, venez me voir que je vous donne des plans, parce que le lieu du dîner est encore secret. Voilà, merci beaucoup.
met des